je veux pas bêcher, je suis pas pour, ou alors une fois tous les 4-5 ans, mais je ne travaille qu'avec mes griffes. Je fais le nécessaire, je reviens après des grosses pluies. Je venais avec, fallait que je vienne avec un bateau, quoi. C'est dur comme d'habitude. Un sol, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un support à nos plantes pour leur système racinaire, leur garde-manger et souvent leur protection aussi. Un sol est vivant. Il est constitué de milliards d'organismes. Les plus importants ne sont pas visibles, ce sont les bactéries. Les bactéries sont essentielles dans un jardin ou naturel pour alimenter la plante en éléments nutritifs. Autre élément essentiel et vivant de notre terre, de notre sol, sont les lombrics. Il faut savoir qu'il y a 3 grandes familles de lombrics. Des lombrics de surface, ceux qui font un peu le yo-yo ou l'ascenseur entre la surface et le fond, et des lombrics de profondeur qui, pour la plupart, sont de grosse taille. Le sol est constitué d'horizons et chaque horizon a une spécialité. Avec une partie haute qui est très sombre, donc très riche en matière organique, c'est la conséquence des dépôts successifs, donc de paillage, de BRF, c'est-à-dire de broyat. Et plus on descend, plus la couleur s'éclaircit. On approche en fait de la sous-mer, d'un sol qui n'est pas à proprement parler riche. Il faut savoir que nous sommes sur un site qui a commencé son activité en 1905. Donc imaginez l'intensité avec laquelle on a cultivé sur ces sols. On est sur une dalle, sur une roche-mère, ce qui fait que les sols sont assez pauvres. Ils ont été amendés, c'est-à-dire enrichis depuis de très nombreuses années, et on arrive un peu à un équilibre. Avant, c'était une forêt. C'était une forêt, ça avait été cultivé un petit peu, ça a été racheté. Vous voyez en face, c'était ça, hein. Il y avait des acacias, tout ça c'était des acacias. Donc il y a, mettons, 30 cm de terre qu'on peut cultiver, et ensuite il y a une vingtaine de centimètres où la terre elle est pas très bonne. Donc ça veut dire qu'en dessous il y a une couche de glaise, du tuffeau. Et c'est pour ça que ici c'est très humide. Et avant ces constructions-là, l'eau qui se déversait pouvait partir. Maintenant il y a un mur. Donc je nage ici l'hiver. Avec la problématique de l'eau, nous sommes en restriction d'arrosage en ce moment. Casser un peu les conséquences d'un fort ensoleillement ou d'une forte chaleur, c'est créer quelque part un microclimat. Alors pour ce faire ici à Marseille, bon, je n'ai pas de palmiers. Ce que je fais, c'est je densifie les plantations pour avoir un effet d'ombre portée ou d'ombrage sur les plantes qui se suivent, successives. On essaie d'installer un peu des pergolas très légères avec les filets de récupération du bâtiment. Ça atténue un peu de la température. Donc ici on a l'avantage, c'est que c'est vraiment très ensoleillé. Bon, l'été c'est vrai que des fois l'après-midi il fait même un peu trop chaud, surtout qu'en ce moment les températures augmentent pas mal. Donc pour les cultures c'est parfait. En période d'été, l'arrosage on démarre très tôt le matin, 5h30, 6h. Moi je me refuse d'arroser le soir parce que la terre est encore très chaude et je suis plutôt pour un arrosage très matinal. Ici l'avantage c'est qu'on peut récupérer quand même pas mal d'eau de pluie. Donc là quand j'ai démarré mes plantations, parce que les pommes de terre demandent beaucoup d'eau, donc je me sers au démarrage demi-bidon. Ensuite par siphonnage, hop, quand c'est plein on remplit les bidons. Dans chaque bidon, il y a un tuyau qui est relié et qui va permettre de vider la cuve et de remplir systématiquement les bidons.
Comme là, je les ai remplis. La cuve, elle s'est vidée en partie. Et s'il pleut, bah, ça va bien remonter. Hein. Normalement, j'aurai de l'eau suffisamment. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Les gens ont tendance à penser qu'une plante doit être arrosée tous les jours. Et bien, la tomate en plein mois d'août ou septembre, c'est une fois par semaine. C'est pas 2, c'est pas 3. Une fois, mais bien profondément. Une tomate, pour avoir le maximum de goût, il faut qu'elle n'ait pas reçu d'eau pendant au moins 3 jours. Parlons paillage. Alors j'ai 2 exemples ici d'éléments de paillage. Le premier fait à la chute des feuilles des arbres qui constituent notre jardin. Ce sont des feuilles ici et des petites brindilles de micoucoulier. Le sol n'a pas été arrosé depuis très longtemps. Il est encore humide, bien coloré, c'est-à-dire avec un apport de matière organique. Et il ne va être découvert que pour les plantations ponctuelles. Et les plantes avoisinantes bénéficient de cette humidité, c'est-à-dire leurs racines vont venir donc prospecter plus loin, avoir plus d'éléments nutritifs et prendre l'eau qui serait en réserve à côté. De l'autre côté, une plantation d'oignons, de bulbes d'oignons, faite il y a moins de 2 semaines, avec aucun arrosage pour l'instant. En 2 semaines, voilà ce que ça donne. Aucune herbe indésirable. Systématiquement, j'essaye de recouvrir tout le jardin, soit en feuilles, soit en gazon. Tout ce que je peux ramener, je laisse jamais mon jardin à nu. D'abord, c'est pas bon pour lui, donc ça protège. Et en plus, alors ça, je le fais à partir quand les feuilles tombent, novembre, décembre. Donc là, toutes les feuilles que je peux récupérer. S'il me reste des tonnes de gazon, je les mets aussi. Et là, ça va vraiment protéger le sol. Ici, j'avais toute l'herbe qui était coupée et après, elle se décompose dans la terre, donc ça apporte vraiment tout ce que la terre a besoin. Hein. Et puis quand je vais faire mes tomates, je vais dans les chemins et je coupe des orties ensuite je coupe en tout petits bouts. Je fais un trou, je mets une grosse poignée d'orties, après je mets un peu de terre pour pas que ça brûle les pieds de tomates et je recouvre et puis ça les booste. Hein. La paille, quand elle est mélangée avec le crottin, c'est bien parce qu'après, quand au début de l'année, au mois de, on va dire mars, j'ai juste à griffer mon sol, tout s'est décomposé parce que là vous auriez vu où il y a les tomates, c'était rempli de crottin et de paille, hein, mais il reste presque plus rien. Mais je sais que là, dans ma terre, j'aurai beaucoup de nutriments. Et en plus, l'avantage, c'est que j'ai très peu de mauvaises herbes. Moi, mon travail quotidien, c'est surtout la griffe. Alors, j'en ai une petite, comme là, quand je viens de planter, et j'en ai une plus grosse. Je veux pas bêcher, je suis pas pour, ou alors une fois tous les 4-5 ans, mais je ne travaille qu'avec mes griffes. Et même quand je désherbe, c'est vraiment un travail quotidien. De toute façon, vous savez, quand le sol a bien été travaillé, partout, ça se travaille, c'est pas du béton. Alors que si on le fait pas régulièrement, au bout d'un moment, c'est sec et ça n'a plus le même avantage. Hein. Il faut savoir que le paillage n'est pas systématique dans un jardin. Ça serait trop facile. Il y a des plantes qui ne pourraient pas supporter le paillage. Et donc, paillage inutile. Et c'est le cas ici, dans ce carré, où ont été semées une collection de radis et de carottes, ainsi que 2 rangées de navets. Il est clair que le paillage est impossible. Donc dans ce cas, mieux vaut mettre vos carrés dans des endroits à la rigueur mi-ombragés. Et puis une fois les plantes développées, c'est un paillage en soi, avec la densité qu'il va y avoir. Ça, c'est du crottin de biquette. Et ça c'est magnifique hein, pour booster les plantes. Hein. Et là, ce que je vais faire, parce que comme il est un peu brut, il n'y a pas de paille, je vais le mélanger comme j'achète aussi des bottes de paille. Je le mets surtout l'hiver
pour protéger le sol. Comme ça, le crottin va avoir le temps de se dissoudre. Si on le met quand il est très fort brut, ça peut être trop fort. Je vais le mélanger avec de la paille, mais ça c'est naturel. Hein. Pour moi, c'est pas sale, hein. C'est les petits crottins. Hein. Alors là, c'est pareil, je récupère autant de tontes de gazon que je peux. Et là, si on va chercher en dessous, regardez, ça fume. Là, c'est tout chaud, alors ça c'est très très bon. D'ailleurs, j'ai mis de la tonte au pied de tomate, au pied de petits pois, et puis le temps que ça se décompose, la plante elle récupère un peu tous ces petits nutriments, hein. C'est important. Hein. Un engrais vert par excellence, les fèves. Ce qui est intéressant avec ce type de produit, ainsi que le petit pois, le pois gourmand, les légumineuses, la famille des légumineuses, c'est que c'est installé déjà depuis le mois d'octobre. Donc le sol est protégé physiquement par cette plantation. Donc enrichissement en azote, production alimentaire, les fèves. Une fois que la production de fèves est finie, c'est-à-dire une fois qu'on a récolté toutes nos gousses, l'intérêt donc c'est de récupérer le feuillage et de l'introduire ou de l'incorporer au compost. Apport en azote certain. Donc ça c'est mon tas de compost et dedans je mets tous mes déchets. Hein. Quand je pars et que j'emmène des poireaux, avant je coupe les bouts ici, les racines, les salades, toutes les feuilles qui sont pas bonnes, je mets tout dans le compost, sauf des choses qui vont pas pouvoir après se décomposer. Alors c'est ouvert. À l'occasion, j'arrose s'il y a besoin, mais bon, avec la pluie, ça va très bien. En 6-8 mois, le compost il est fait. Alimenté donc en matière sèche et en attente d'une alimentation en matière donc humide. Ce que j'appelle la matière humide, c'est entre autres tout ce que je ramène déchets biodégradables de la maison. Donc chaque fois qu'il est plein, je le ramène pour alimenter l'un de mes composteurs. Voilà le compost obtenu. Il ne reste dedans que quelques coquilles d'œufs et il est prêt à être utilisé.